Bonjour, vous écoutez le podcast Lifestyle, le podcast qui vous parle de l'actualité dans l'univers Microsoft. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 avril 2019 et c'est l'épisode 149 de Lifestyle. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre bien sûr sur notre site lifestyle.fr ou directement en audio sur podcast.lifestyle.fr ou bien sûr en vidéo sur youtube.lifestyle.fr. Alors ce soir, ils sont deux, ils sont habitués, merci d'être là, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Florian. Bonjour Florian. Salut. Comment vas-tu? Enfin plutôt bonsoir. Oui, ça va. Un petit peu difficile d'être là, d'avoir été là, mais non groupe, mais ça va. Ok. Et à côté de toi, nous avons Cassim qui est là, qui est rentré du cinéma. Salut Cassim. Salut. Bah oui, j'étais très content d'être là. Et on est bien en 2019. Oui. Non, mais j'avais oublié l'année. Alors, avant d'attaquer avec les news et rumeurs, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre Slack en écrivant tout simplement à contact@lifestyle.fr. Vous nous demandez à rentrer dans le Slack et on vous envoie tout simplement une invitation. Donc, n'hésitez pas à le faire. On est déjà plus d'une centaine et l'ambiance est forte, agréable. Allez. Sans transition et sans plus attendre, partons directement vers les news et rumeurs. Alors Cassim, pour commencer, cette fois-ci, je crois qu'on va parler de gros sous, de vraiment de très gros sous. Il me semble que la semaine dernière, Microsoft a annoncé il y a quelques jours, pas la semaine dernière, Microsoft a annoncé ses résultats pour le troisième trimestre fiscal 2019 et je crois que ça se compte en milliards en ce qui concerne le chiffre d'affaires et les bénéfices. Oui, tout à fait. Ils ont fait 30 milliards, de dollars de chiffre d'affaires et 8,8 milliards de dollars de bénéfices. Donc bon, c'est un peu, ça donne le vertige, hein, comme d'hab. Ouais, c'est clair. C'est énorme par rapport à d'habitude. D'habitude, moi, j'avais souvenir de 4,7 milliards de bénéfices, ce qui est déjà quand même quelque chose de vraiment énorme. Mais là, 8,8 milliards de bénéfices, tu dis avec ça, tu peux développer toute une division Windows Phone rien que par pure bonté, quoi. Bien sûr. Donc c'est quand même, oui, c'est en augmentation de 14 et 19% respectivement pour le chiffre d'affaires et les bénéfices, donc c'est sur un an, donc c'est pas mal du tout. Ce qu'il faut retenir surtout, on va pas faire tout en détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est que une nouvelle fois, le cloud est évidemment en énorme augmentation, avec quand même une croissance de 73% pour Azure. Donc énorme, affolant. Sachant que ça fait quand même beaucoup de trimestres, je ne sais plus combien, je rentre peut-être au 25e ou 30e, je ne sais plus, de trimestres d'affilée où il y a une augmentation de Azure. Ouais. Et l'autre point que j'avais relevé, c'est le fait que si vous vous souvenez, Microsoft maintenant divise ses résultats en fait entre trois grandes divisions. Oui. Il y a les services cloud, les services, je les ai plus en tête les trois. C'est services cloud, services pour les particuliers, donc tout ce qui est informatique, jeux vidéo, tout ça. Et le troisième, c'est les trucs pour entreprise, Office, Productivity and Business, quoi. Donc c'est tout ce qui est Office, Dynamics, ce genre de choses. Et donc ces trois divisions, ces trois grands segments, avec ce trimestre, font à peu près autant d'argent. Ils sont à peu près tous à 10 milliards en fait de chiffre d'affaires. Donc en fait, Microsoft est très équilibré, quoi. C'est comparé à d'autres géants comme Apple ou Google, où par exemple Apple mise tout sur les ventes de l'iPhone, qui représentent, je crois, 60-70% de ses résultats. Et Google, c'est 90% peut-être 95% de ses résultats, c'est la pub. Là, on a vraiment quelque chose de très réparti et du coup, c'est très rassurant en fait pour les actionnaires et c'est quelque chose de très rassurant pour l'avenir de Microsoft en fait. Mais c'est vrai qu'on pourrait se dire s'il y a une branche qui se casse la figure, il y a les deux branches qui sont là, donc finalement, il n'y aura qu'un tiers de baisse. Quand on voit les beaux résultats que Microsoft a déjà, il n'y a pas de souci à se faire pour eux, quoi. Si du jour au lendemain la publicité, les revenus publics, les gens arrêtaient si du jour au lendemain la publicité mourait en fait, Google mourrait. Ils ont de l'argent en stock pour survivre, mais en vrai, c'est leur business model qui s'effondrerait, quoi. C'est ça. C'est comme si Microsoft avait eu que Windows Phone, tu vois. C'est clair, et que Windows Phone, par un malheureux hasard, disparaissait. C'est ça. C'est ça. Sinon, quand même, dans les choses à noter, on peut voir que la partie Xbox
est en croissance, surtout au niveau des services et des ventes de jeux. La partie vente de matériel est en petite baisse, mais bon, il n'y a pas eu de matériel récent depuis un petit moment déjà. Et on arrive à la fin de la génération en plus, donc c'est normal. C'est ça. Sony a présenté aussi ses résultats et la PlayStation 4 est en train de se casser la gueule parce que aussi on est en fin de génération. Quoi. Bon, mais ça c'est normal, mais je veux dire, c'est quand même bien que le nombre d'utilisateurs soit encore... Alors pas en hausse, parce que le Windows Live a perdu 1 million d'utilisateurs, on est passé de 64 à 63 millions, bon c'est pas une grosse baisse. Windows Live Pardon, le Xbox Live, excuse-moi. Mais tu as bien fait de me reprendre. Sinon, la division Surface qui dépasse encore le milliard avec 1,3 milliard de chiffre d'affaires. Donc, quelque chose de pas mal, une progression de 21%. Mais ils refusent toujours pour l'instant de donner leur chiffre de vente, que ce soit la Xbox ou le Surface, ça c'est un peu toujours dommage. Mais bon, mais oui, au moins ils font en plus d'1 milliard. Quoi. Ouais. Bon, c'est pas mal tout ça, c'est pas mal pour Microsoft, mais bon, nous après, c'est pas des choses qui nous intéressent. C'est les gros sous. C'est ça, c'est les gros sous, nous on les verra pas, on leur en a donné plein déjà, mais ça fait pas grand chose là, dans cette guerre-là. L'avantage, c'est qu'on peut se dire qu'à long terme, peut-être que s'ils ont un trésor qui augmente autant, ils pourront relancer des projets innovants, ouvrir de nouveaux axes. C'est ce qui permet d'investir dans HoloLED, par exemple, ou des trucs comme ça. Oui, bon, et pourquoi pas d'autres choses dans le futur qui pourraient revenir sur quelque chose de plus, pour les plus utilisateurs grand public à long terme. Moi, ça me paraît pas impossible. Hein. Tant qu'ils ont encore Xbox, ils ont encore le lien. Donc, peut-être que il y a encore des chances pour qu'ils fassent des nouvelles choses qui puissent nous intéresser un peu plus. D'accord. Cassim, tu voulais réagir à ça ? Non, mais d'accord, je suis d'accord en tout cas avec Florian. Ok, bon, mais très bien. Alors, on va continuer à parler de gros sous, même de très gros sous. Cette fois-ci, on va parler de boursicotage. Je pense que, Cassim, tu l'as vu ça aussi. Bon, pour aller vite, au niveau de la... Alors, comment on dit de l'action. Valeur boursière de Microsoft. Microsoft a dépassé le milliard de dollars de valeur boursière. Donc, il rejoint les grands comme Apple et Amazon pour les entreprises qui valent plus d'1 milliard de dollars. Voilà, bon, c'est bien, mais nous... Ça ne nous concerne pas particulièrement, à moins que vous ayez des actions Microsoft, $130 à peu près l'action, si vous vous êtes intéressé. Non, mais donc, Cassim. Ça confirme que Satya Nadella a réussi à convaincre les investisseurs et que la boîte se porte bien. Quoi. D'accord. Florian, tu voulais réagir là-dessus ? Non, rien de plus, franchement. D'accord. Bon. Ok, donc je vous propose d'arrêter de parler de gros sous, puis cette fois-ci, on va parler de choses qu'on met dans les oreilles. Alors, c'était quoi, il y a un mois, on a Microsoft qui a présenté le Surface Headphones, donc le casque comme tu as, Cassim, sur la tête. Voilà, donc vraiment un casque. Sauf qu'il est plus joli que celui que tu as. Oh, oui, bon, c'est vrai. Soyons honnêtes. Donc un casque à réduction de bruit. Et les rumeurs annoncent que Microsoft travaille sur des écouteurs, des intras comme ça, sauf que ce sont des intras sans fil. Alors ce serait, parce que pour l'instant on n'est que sur des rumeurs, ce seraient des intras sans fil qui seraient peut-être à réduction de bruit, qui auraient peut-être... Enfin on ne sait pas quoi. Il semblerait quand même vraiment que Microsoft travaille sur des intras, des earbuds, mais on ne sait pas exactement ce qu'ils auraient dedans, on ne saurait pas à quel prix ils seraient vendus, donc c'est la surprise pour les mois qui arrivent, peut-être une vente d'ici à la fin de l'année 2019. Je ne sais pas si Cassim, toi tu as d'autres informations que moi là-dessus. Non, pas spécialement, mais c'est intéressant de se dire qu'ils vont du coup, ils vont pas abandonner en tout cas a priori après leur casque, ils vont continuer à investir dans le marché de l'audio, quoi, donc c'est intéressant. On verra ce qu'il va proposer. Pour le moment, il y a plusieurs concurrents, donc c'est assez aux AirPods d'Apple, hein, donc il y a un peu le leader, quoi. Mais le problème, c'est que les concurrents, pour l'instant, font moins bien sur certains éléments. Ils peuvent être meilleurs sur l'audio, par exemple, mais souvent, ce qui est moins bon, c'est la synchronisation. Vu qu'on parle d'écouteurs qui sont séparés, il faut que le son soit vraiment parfaitement synchronisé entre chaque oreille, sinon tu entends des notes dans l'oreille droite avant l'oreille gauche, par exemple. Tu vois, enfin, ça poserait problème. Tu veux dire que c'est le problème des écouteurs, de certains écouteurs actuellement ? On a un lag entre les deux ? C'est ça. Côté Android, il y a beaucoup de paires d'écouteurs qui ont des problèmes de lag entre les deux paires d'écouteurs parce que ça marche en Bluetooth. Alors qu'Apple, en fait, utilise aussi le Bluetooth, mais a développé une solution, a développé une solution propriétaire pour iOS, en fait. D'accord. Ok, merci. On verra si peut-être que Microsoft fera aussi bien qu'Apple dans ce domaine. Oui, mais ça, j'en doute pas. Florian, tu voulais réagir ? Oui, juste, je veux dire, je sais pas si vous vous souvenez des Zune Headphones. Oui.
Oui. Moi, j'en ai encore une paire quelque part ici derrière, je sais pas où, il faudrait que je cherche. Mais à l'époque, si on avait vu les reviews, Microsoft était considéré comme bien en avance. Hein. Beaucoup de monde considérait que c'était des meilleurs écouteurs du marché. Hein. C'était quand même. D'accord. Bon, Alors moi, je te propose une petite chose, Florian, ça serait que tu les ressortes ou que tu ressortes la boîte, que tu nous fasses une jolie photo qui nous servirait d'image d'illustration de l'épisode. Il va falloir fouiller, hein, mais bon, je vais regarder tout à l'heure. Ouais. Écoute, si tu relèves le défi, ça sera avec plaisir. Bon, allez, on va enchaîner cette fois-ci et puis on va passer dans le monde du PC et smartphone. Donc la liaison PC-smartphone et puis avec une application de Microsoft qui va relier votre smartphone Android et votre PC Windows forcément. C'est l'application Screen Phone, si je dis pas de bêtises. Oui, Phone Screen, pardon, je le dis à l'envers. Qui passe par Your Phone, oui, d'accord. Mais c'est l'application qui va vous permettre de pouvoir utiliser vos applications Android via votre ordinateur. Donc, grâce au clavier et à la souris, vous allez pouvoir les manipuler, vous les voyez dans votre écran. Et en quoi il y a une nouvelle, c'est tout simplement que Microsoft a ouvert le nombre d'appareils qui pouvaient utiliser cette application. Alors au début c'était limité je crois au Galaxy S10 de Samsung ou au S9, je sais plus un des deux. Cette fois-ci c'est ouvert pour le Galaxy S8, le Galaxy S9, le Galaxy S10, c'est ouvert pour le Galaxy Note et c'est ouvert aussi pour le OnePlus 6 et le 6T. Donc ce sont pour l'instant les seuls téléphones qui sont compatibles, mais bon c'est quand même un nombre qui s'accroît. Voilà, donc vous pouvez commander votre téléphone grâce à votre ordinateur. Donc c'est quand même un moyen assez sympa. Moi, c'est quelque chose que j'attends, ça, de pouvoir utiliser sur le PC. Ça me botte bien. Toi, Cassim, tu as l'air d'être un petit peu comme moi. Non, mais ça peut être intéressant. Mais le problème, c'est que j'ai hâte de tester. Pour l'instant, c'est surtout la grosse limitation, c'est côté PC où c'est compatible qu'avec Surface Go pour le moment. Mais ils ont annoncé qu'ils travaillaient sur le sujet et qu'ils voulaient l'étendre à d'autres produits. J'espère au moins qu'ils l'étendront aux autres produits Surface, quoi. Moi, j'espère qu'ils l'étendront à tous les PC Windows, quand même. Enfin, ceux qui sont équipés du Bluetooth, quoi. Ou du Wi-Fi, je veux dire. Le souci, c'est qu'il faut du Bluetooth avec quoi déjà, Cassim? Tu sais un protocole, j'ai plus le nom en tête, mais c'est low energy, je sais pas quoi. Ouais. Et par exemple, j'étais dans une conversation sur Twitter avec des mecs de Microsoft et ils disaient que, je leur disais, pour PC, est-ce qu'on pourrait avoir une liste de dongles compatibles? Ils disent qu'ils en ont pas trouvé. Alors bon, déjà, c'est un peu problématique. Ils n'avaient pas trouvé de dongle PC compatible avec ça. Alors c'était un peu dommage. Donc tu veux dire qu'il te faut uniquement des machines qui ont le Bluetooth de manière native? Pour l'instant, sinon ça marche pas. Ouais. C'est fou ce truc-là. Enfin, il y aura sûrement des dongles, mais apparemment le problème c'est c'est pas, tu vois, t'achètes un dongle Bluetooth, ils disent pas exactement tout ce qui est supporté comme protocole dedans. Oui. Alors c'est un peu le jeu du hasard et ils en ont pas encore trouvé un qui fonctionne apparemment. Enfin, c'est une conversation avec un mec sur Twitter, hein, ça veut pas dire que ça existe pas, hein, mais. Oui. Ok. Cassim, quelque chose à rajouter ou on passe à la suite? Non, c'est bon. Moi j'ai encore quelque chose à rajouter. Ah ben alors, vas-y. Il y a eu une petite news aujourd'hui également par rapport à Your Phone. Ils ont également ajouté en insider, donc pour certaines personnes, ils n'ont pas poussé ça à tout le monde, ils font des tests, la possibilité de synchroniser ses notifications. Alors c'est un peu comme Cortana faisait autrefois sur Windows Phone puis sur Android. C'est-à-dire que lorsqu'on a une notification d'app sur le téléphone Android, on a la notification sur PC. Le petit truc supplémentaire qu'ils font maintenant et que Cortana ne faisait pas, c'est que ça synchronise lorsqu'on dégage une notification. Je ne trouve plus le mot exact. Mais c'est-à-dire que si je vire une notification, je la mets comme lue sur le PC, elle sera lue sur le téléphone. Et ça, je trouve ça pas mal. Donc c'est pas encore arrivé pour tout le monde. C'est pour certains insiders. Moi malheureusement j'ai essayé sur mes 4 PC, je l'ai eu sur aucun, donc bon ils m'aiment pas. Mais bon bientôt j'imagine. Insider. Voilà. Ok. Merci Florian. Bon allez, on va enchaîner cette fois-ci. On va passer dans le monde du courriel avec le client Outlook. On n'en a pas parlé en détail tout à l'heure dans les revenus financiers, mais bon, la partie Office 365 est encore en pleine croissance avec, si je dis pas de bêtises, 180 millions d'utilisateurs actifs professionnels. Donc quand même quelque chose d'assez important. Et Outlook, l'application Outlook sur mobile compte environ 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur iOS et sur Android, et tout ça grâce à l'application Accompli qui avait été rachetée par Microsoft sur Android. Alors je crois que c'était en 2016, Cassim, quelque chose comme ça.
il me semblerait. Oui, peut-être un peu plus loin, mais oui, c'était il y a un petit moment maintenant. Ouais. Voilà. Et donc, cette application accomplie, finalement, a dû réussir à regrouper les gens et Microsoft annonce 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels donc pour l'application Outlook. Donc, un moyen de faire venir les utilisateurs d'Android et d'iOS sur les services Microsoft. Voilà, donc une petite chose pas mal pour Microsoft encore une fois. Je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus. Vous l'utilisez vous, d'ailleurs sur vos smartphones? Parce que moi, c'est le cas, mais je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, Cassim. Moi non, mais c'est parce que j'ai jamais trop aimé justement l'application accomplie avant qu'il se fasse racheter et ça n'a pas changé avec le passage à Outlook. Et, après, ce qui est intéressant, faut se rappeler que c'est comme c'est une application mail et c'est quand même séparé du service Outlook.com ou du service Office, c'est-à-dire que tu peux très bien l'utiliser pour un compte Gmail, un compte, n'importe quel type de compte mail, un compte Yahoo, j'en sais rien. Donc les gens l'utilisent souvent comme application de mail en fait pour leur compte pour un autre compte qu'un compte Microsoft, je pense. Mais ça ouvre en tout cas, je pense ça ouvre une porte vers l'utilisation d'autres applications de Microsoft. Donc je pense que c'est ça aussi un peu ce qui est important, c'est une sorte de cheval de Troie, je pense, de la part de Microsoft, quoi. Florian, toi, c'est l'application que tu utilises, Outlook sur Android? Je l'utilise pour lire mes mails et après je réponds pas. En général, je réponds jamais sur mobile, honnêtement, j'attends sur un PC. Donc, d'accord. C'est par habitude. Hein. C'est juste que j'aime pas répondre sur un petit clavier. Mais oui, je l'utilise pour lire mes mails. Après, oui, c'est vrai que ça pousse assez les autres services Microsoft quand même, parce que par exemple, ils te proposent de partager tes pièces jointes avec OneDrive, des choses comme ça. Donc oui, comme Cassim dit, ça fait un peu cheval de Troie pour amener les gens sur d'autres applications et d'autres services Microsoft, oui. Ouais, mais bon, c'est de bonne guerre tout ça. Oui, non, mais c'est très bien, oui. De toute façon, c'est le jeu. Bon. Allez, moi je vous propose de continuer cette fois-ci et on va passer au logiciel qui existait sur PC. Je ne sais pas si vous avez connu Windows Media Center, enfin Cassim et Florian, moi, je sais que vous l'avez connu, vous, sûrement même Florian, même si tu ne devais pas l'utiliser. Ce Windows Media Center, c'était l'outil qui permettait de lire tous les fichiers multimédia, de gérer vos fichiers multimédia sur Windows 7, Windows 8 et qui a disparu. Alors, un ancien développeur de chez Microsoft, Charlie Owen, a mis en ligne sur GitHub le SDK pour Windows 7 de cet outil. Et grâce à ça, si vous êtes développeur, si vous avez envie de bidouiller, vous allez pouvoir créer des plugins, des extensions pour Windows Media Center. Et pour retrouver ce logiciel, alors il existe des petites versions custom qui ont été créées par des personnes indépendantes de Microsoft que vous pouvez trouver à droite, à gauche sur le net. Voilà. Donc, ça fait encore un outil disparu de chez Microsoft. Bon, j'avoue, moi je ne l'utilisais pas. Je ne sais pas si vous l'avez utilisé. J'ai essayé de l'utiliser, mais je n'ai pas été du tout séduit par son ergonomie. Cassim, peut-être? Non, à l'époque, j'ai jamais trop réussi à l'utiliser. Je pense que j'avais pas l'équipement qui allait avec, etc. Enfin, c'était assez compliqué, j'ai l'impression, à mettre en place. J'ai l'impression que le service était conçu plutôt pour les Américains que pour les Européens, peut-être. Peut-être, ouais. En tout cas, j'ai jamais pu l'utiliser, en tout cas. Alors moi, je l'ai utilisé un peu, ça marchait assez, parce que j'ai eu un PC à l'époque, au milieu des années 2000, avec une prise antenne. Et donc j'avais utilisé ça pendant un moment avec Windows Media Center, ça marchait assez bien. Ouais. Après j'avais acheté une télécommande, je me souviens un moment, et une télécommande Windows, bon, ça marchait assez correctement. Mais après, bon, je m'en servais pas tant que ça, puisque je trouvais que c'était un peu limité dans les options derrière. Mais par contre, l'interface était vraiment sympathique, je trouvais. Moi je l'aimais pas cette interface. Pardon? Moi je l'aimais pas cette interface, c'est elle qui me rebutait. Mais pourtant, c'était l'interface où tous les menus étaient vraiment textuels avec du texte. Ça a été la base de Metro UI, cette interface. Mais c'était les prémices. Ouais. Enfin, je veux dire, si tu regardes l'interface de Windows Media Center et l'interface du première version de Zune, c'est l'un descend de l'autre, clairement. Après, on pourra faire un M-Story spécial sur l'évolution des UI Microsoft. Oui, il y aurait de quoi faire. Ok. Allez, je vous propose de continuer cette fois-ci avec Florian, une news qui, toi, te plaît, qui te ravit cette semaine. C'est facile. Allez, vas-y. Oui, alors, c'est pas grand-chose, hein, c'est juste que petit à petit, Microsoft amène donc ces nouvelles icônes en Fluent Design un peu partout. Et donc, après Office, après OneDrive la semaine dernière, et maintenant, il y a Microsoft Teams qui est aussi passé donc, en Fluent Design.
Donc si on fait la liste, il n'y a plus qu'un seul service Microsoft qui n'a pas encore lancé son service, sa nouvelle icône en Fluent Design, c'est Skype. Et donc j'imagine que eux, ils nous le donneront en 2040 ou quelque chose comme ça. Alors moi, je suis pas d'accord avec toi, Florian, parce que je tiens à te rappeler qu'il y a Access et Publisher qui n'ont pas encore publié leur nouvelle icône, alors qu'elle existe. J'ai vu des lots de screen avec des icônes où il y a les nouvelles versions. Ils n'étaient pas ces deux-là. Ils sont toujours pas. À chaque fois, ils sont pas là. J'en ai vu en cherchant des visuels là pour l'épisode. Je les ai pas pris parce que c'était pas ce que je voulais, mais j'ai vu ces deux-là. Je suis sûr que c'était officiel parce que j'ai des gros doutes parce que Access et Publisher ont toujours une version de retard. Pour le ruban Office en 2007, c'était pareil. Maintenant, ils ont toujours pas le nouveau ruban. Tu sais, à chaque fois, c'est pareil. Donc j'ai un gros doute. Ouais, mais il me semble pourtant que c'est le cas. Mais bon, allez, on va pas débattre pendant 36 heures pour une nouvelle icône. On va parler de quelque chose d'un petit peu plus intéressant cette fois-ci. C'est la nouvelle version de Windows 10 qui devrait sortir pour tout le monde le mois prochain. Et Microsoft a fait une annonce par rapport à une limitation que l'on pourrait rencontrer si on est utilisateur. Si jamais vous avez une clé USB, un disque dur USB ou une carte SD de connecter à votre machine, Windows pourrait reconnaître cet appareil comme étant fautif pour ne pas pouvoir installer la nouvelle version de Windows 10. Donc vous allez être obligé dans ce cas-là de retirer votre clé USB, votre disque dur, votre carte SD ou micro SD. Alors moi j'ai une Surface Pro 3 qui a une carte SD en permanence dedans pour stocker mon OneDrive, une partie de OneDrive dedans, et je n'ai pas été du tout impacté par cette limitation, pourtant donnée officiellement par Microsoft. Donc je ne suis pas sûr que tout le monde soit embêté par rapport à ça, mais si jamais vous êtes embêté, si votre Windows vous dit votre machine n'est pas capable de passer en Windows 10, à la nouvelle version de Windows 10, sans vous donner plus d'explications, peut-être tout simplement vérifier que vous n'avez pas un périphérique USB qui est branché dessus, un périphérique de stockage, parce que c'est peut-être lui qui va tout simplement provoquer cet empêchement de passer à la nouvelle version. Voilà, donc je ne sais pas si Cassim ou Florian voulaient prendre la parole. Honnêtement, ce conseil-là, ça vaut pour toutes les mises à jour Windows, pour toutes les versions. Ça, vu que lorsqu'il reboot sur la session de mise à jour, si on veut dire, à ce moment-là, il n'a pas accès à tous les drivers de l'OS. Il suffit qu'il y ait un souci avec un driver USB pas reconnu et ça peut faire planter la mise à jour. Donc, en général, s'il y a une mise à jour qui ne marche pas, le plus simple, c'est de débrancher, enlever toutes les cartes, tous les périphériques, le maximum de PF USB, faire avec le minimum. Là, Microsoft a communiqué sur la cause et c'est pas du tout une question de gestionnaire de périphériques, c'est une question de lettre d'adressage des disques. Oui, alors, ils disent qu'il pourrait y avoir un mauvais adressage des disques à cause de la lettre du lecteur. Ce que je veux dire, c'est que en général, c'est tout débrancher quand ça déconne, ça a toujours été une très bonne solution pour les mises à jour Windows. Oui, c'est pas faux. Ok. Bon, allez, on va continuer avec une info un petit peu moins sympathique. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Sets. Sets, c'était une fonctionnalité qui avait été présentée par Microsoft au moment, je crois, de la build de l'an dernier. Vous me couperez si je dis une bêtise. Et Sets, c'était un outil qui vous permettait, dans un onglet, de pouvoir regrouper des pages web, des programmes. Alors, au début, c'était que les programmes Microsoft, puis les programmes UWP, et ensuite, ça devait s'ouvrir à tous les programmes x86. Et finalement, Sets, c'est le grand outil dans lequel vous pouviez tout mettre pour tout stocker, tout ranger par rapport à un travail, à une tâche. Sets devrait disparaître. A priori, Sets est mort, enterré. Microsoft n'en parle plus. Donc, dommage. Un service, moi, que j'attendais avec impatience qui disparaît. Voilà. Donc, Cassim, peut-être que tu as d'autres infos là-dessus. Officiellement, je crois qu'ils ont dit qu'ils y réfléchissaient encore, mais ça semble être un peu de la communication pour pas dire qu'ils ont totalement abandonné, quoi. Windows Phone n'est pas mort. C'est un peu la même idée. Clairement, ça semble plus être, en tout cas dans la feuille de route là pour les prochaines mises à jour. Ça venait peut-être du fait, je crois que Florian l'avait suggéré, le fait que c'était basé sur Edge, l'ancien Edge, cette fonctionnalité. Vu qu'on ouvrait quand on créait avec Sets, quand on faisait un nouvel onglet, on voyait la page d'accueil de Edge. Donc ça semblait être le moteur un peu de cette fonction. Edge étant mort, amené à disparaître par rapport au nouveau Edge basé sur Chromium, la fonction n'avait plus lieu d'être. À mon avis, ça ne veut pas dire qu'elle disparaîtra totalement. Je pense par exemple que l'explorateur de fichiers va quand même tôt ou tard évoluer vers un système par onglet. Peut-être d'autres systèmes comme le terminal de commande, mais ce ne sera pas quelque chose de général à tout le système comme Sets le proposer, ouais. Donc voilà, je pense que Sets en tant que tel est mort. Peut-être qu'on en reverra des bribes comme ça apparaître dans d'autres logiciels. Bon, ma foi, c'est dommage. Après, j'y croyais
pas trop, j'avoue, à la fin. J'ai toujours eu du mal avec l'idée de, quand je travaille sur une tâche, j'aime bien avoir plusieurs fenêtres, même pour travailler sur une seule tâche. J'aime bien avoir ne serait-ce qu'un navigateur, par exemple, à gauche, et par exemple, quand j'écris un article, l'article que j'écris, je l'ai à droite, quoi. Et à ce titre-là, Snap, la fonction Snap qui permet d'épingler d'attacher des fenêtres comme ça à gauche et à droite, je les trouve beaucoup plus utiles. J'ai eu du mal à croire à ce système d'onglets pour une seule tâche, justement, de dire que tu as tout le temps de naviguer entre les onglets, en fait. Mais alors, l'avantage de Set, c'est que tu pouvais synchroniser tout ton ensemble de logiciels et de pages web entre différentes machines grâce à Internet. Et donc ça, tu travailles chez toi, tu as tous tes trucs qui sont dans ton set, tu pars au boulot et tu retrouves exactement les mêmes pages web, les mêmes programmes ouverts au même endroit. Ça, c'est quand même assez pratique. Ça c'est pratique, et je pense que que Microsoft devrait le remettre ça, à mon avis, au bout du jour, en proposant par exemple une synchronisation du bureau, quelque chose. Ça, je pense que ce serait intéressant, effectivement. Timeline va un peu dans ce sens aussi, d'ailleurs. Ouais. Alors, juste une dernière chose, si jamais ce service comme Set vous intéresse et que vous le regrettez, il y a le service Groupy, G-R-O-U-P-Y, qui existe et qui est édité par Stardock. Alors, c'est un service qui est payant cette fois-ci, mais vous pouvez retrouver à peu près les mêmes fonctionnalités que le propose Set. Voilà. Florian, je crois que tu veux la parole. Oui. Je voulais juste te dire, en réaction à ce que Cassim disait, moi je fonctionne exactement comme lui, hein, donc je préfère avoir des fenêtres. Mais je me rends bien compte, les gens avec qui je travaille, en fait, ils travaillent entièrement avec des onglets Chrome. On va dire qu'ils ont quasiment plus de programmes, ils travaillent entièrement avec une dizaine d'onglets. Et au final, j'ai l'impression que beaucoup de monde fonctionne comme ça. Et avec un système comme Set, peut-être que Microsoft allait vers ces personnes qui ont plus l'habitude de travailler comme ça. Je me rends compte que ils ont un navigateur en plein écran, 10 onglets, et en fait ils sortent quasiment jamais du navigateur. Et j'ai vu je vois honnêtement, ça m'étonne, hein. Je vois même la majorité des gens là où je travaille qui travaillent comme ça. Moi je trouve ça assez étonnant parce que j'arrive pas à faire sans fenêtre, mais il y a une bonne partie de la population apparemment qui a l'habitude de faire ça, donc avec Chrome en général. Et donc ça aurait peut-être été une façon de toucher ce public. Après, évidemment, ce ne sera pas 7, mais dans le nouveau Edge, dans les options qui ne sont pas encore activées, mais qui arrivent bientôt, il y a la synchronisation des onglets. Donc, c'est toujours un petit truc qui arrivera au moins dans le navigateur. Après, rien n'empêcherait Microsoft à long terme d'utiliser Chromium pour aussi intégrer les pour faire du 7 dans Chromium. Ouais. Oui, il pourrait, techniquement. Bien sûr. À long terme. S'ils synchronisent déjà les onglets web, peut-être qu'à terme, ils pourraient faire ça aussi. Donc, c'est peut-être pas entièrement mort. Enfin, pour l'instant, à court terme. Pour l'instant, c'est mort. Ouais. Mais pourquoi pas? On verra bien. Ok. Allez, moi, je vous propose de continuer cette fois-ci et puis de passer sur un logiciel qui est loin d'être mort, enfin, son application plutôt. Si je vous parle de OneNote, bien sûr, vous savez que c'est un petit peu mon dada. OneNote a eu une grosse mise à jour dernièrement, enfin, l'application OneNote, parce que le client lourd OneNote, le client de bureau OneNote 2016, va être amené tout doucement à disparaître. Donc, il va falloir l'imaginer ne plus évoluer, peut-être un peu de correction, mais de bugs, mais c'est tout. Alors, l'application OneNote a vu une petite dizaine de nouvelles fonctionnalités arriver, plutôt sympa, moi je trouve. Il y a un truc que j'aimais pas, moi, dans l'application OneNote, c'était le menu que vous aviez à gauche. Le menu où vous aviez vos classeurs, je trouvais ça assez fouillis, c'était pas organisé. Ça prenait une grosse partie de la place. Alors quand on avait un petit écran, ça mangeait quand même un gros tiers de l'écran. C'était assez, ça me plaisait pas, voilà. Alors maintenant, vous pouvez dérouler tout ce menu gauche et le faire rentrer. Il vous restera juste une petite bande complètement sur la gauche. Tout ça sur l'icône du classeur. Et puis vous avez tous vos classeurs qui sont bien rangés. Vous pouvez voir les pages qui sont dépliées à côté. Donc c'est vraiment beaucoup plus organisé à ce niveau-là. Vous avez ensuite une nouvelle fonctionnalité, enfin une fonctionnalité qui existait déjà, mais qui existait dans le client lourd, mais qui n'existait pas dans l'application, c'est imprimer dans OneNote. Avant, vous étiez obligé d'avoir votre client lourd OneNote 2016 ou version antérieure pour imprimer dans OneNote. Cette fois-ci, c'est l'application OneNote qui est capable d'imprimer, de prendre un document et le rentrer dans une de ses pages. Donc ça, c'est un petit plus encore sympa. Oui, si vous aviez des vieilles versions de OneNote et que vous utilisiez des classeurs qui étaient stockés en local, eh bien à partir de maintenant, quand vous les ouvrez, OneNote va vous proposer de les mettre sur le cloud et de les synchroniser avec vos différentes machines. Donc ça encore, c'est quelque chose, je trouve, de vraiment pratique.
Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez les garder stockés localement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, si vous faites des maths, vous pouvez avoir besoin peut-être de tracer des courbes, des équations, et donc tracer la courbe qui est en lien avec l'équation. Eh bien, maintenant, si vous avez la version Office 365 qui va vous permettre d'avoir ces fonctionnalités mathématiques, vous allez pouvoir passer votre souris sur votre courbe, elle va vous afficher la valeur du X et la valeur du Y. Donc, abscisse et ordonnées, abscisse et ordonnées qui sont données très facilement. Donc, ça, c'est des petits trucs en plus. Quelque chose de sympa, alors, c'est vrai que l'équipe OneNote le présente comme étant quelque chose de très utile. Moi, je trouve que OneNote avait une fonction de recherche qui était tellement pratique et qui allait tellement chercher à l'intérieur des documents, que ce soit le texte que vous tapiez ou le texte des images, que c'est pas forcément utile. Mais vous pouvez maintenant définir des tags supplémentaires dans chaque image. Alors, c'est un petit peu coquin pour aller y accéder, pour aller rajouter manuellement vos tags. Alors, pour le faire, il faut aller sur la page d'accueil. Vous cliquez à droite de l'option d'alignement du texte, vous avez un petit menu déroulant, la petite flèche qui va vers le bas, donc vous cliquez dessus et vous allez choisir ajouter un indicateur. C'est ça l'indicateur, c'est dans cette partie que vous allez pouvoir rajouter votre tag et vous allez avoir un petit bandeau dans lequel vous pouvez écrire, donc c'est là où vous mettez votre tag. Et vous allez pouvoir comme ça faire des recherches, des tris en fonction des tags que vous avez mis dans vos pages. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc cette partie de recherche, vous l'avez en dessous de l'icône du classeur dans le petit bandeau qui est à gauche, mais il faudrait presque faire un tuto OneNote à nouveau, rien que pour l'application, je pense. Oui, Oui. Alors avant, vous pouviez chercher par mots-clés, bien sûr, dans OneNote, ça je viens de vous le dire, mais maintenant vous pouvez chercher par expression. Donc il vous suffit de mettre vos mots entre guillemets et ça cherche par expression. Donc ça, et vous pouvez aussi mélanger des expressions avec des mots. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'insertion de documents. Alors jusqu'à présent, vous pouviez insérer un document pour qu'il soit stocké à l'intérieur de OneNote. Vous pouviez insérer un document pour qu'il soit imprimé dans OneNote, donc une page Word, des pages Word, des pages Excel, des PDF. Et bien maintenant, vous pouvez insérer un document dans OneNote sur OneDrive. C'est-à-dire qu'en fait, OneNote ne va garder que votre lien OneDrive et vous allez cliquer sur votre lien OneDrive et OneNote, hop, va aller le chercher dans le cloud et vous l'affichez. Donc ça, c'est assez pratique. Une autre fonctionnalité, si vous stockez, par exemple, un fichier Word, un fichier Excel, que vous avez besoin de le modifier, vous cliquez dans OneNote, ça vous l'ouvre dans votre logiciel, vous le modifiez, vous sauvegardez et c'est réglé. Vous l'avez et dans votre version non enregistrée et dans la version OneNote, vous avez toutes les mises à jour qui sont conservées. Donc ça, c'est encore pratique. Ouais, mais c'est vrai que il y a tellement de choses là qui sont rajoutées dans OneNote, je trouve ça assez génial. Alors qu'est-ce que j'oublie? Pouf, les expressions, je vous l'ai dit, l'insertion de documents, je vous l'ai dit. Voilà, c'est bon. Après, si. Pour la résolution d'équations, c'est la dernière chose. Alors on avait déjà vu. On avait vu la résolution d'équations quand on avait fait le tuto pour la chaîne YouTube, mais cette fois-ci, quand vous rentrez une équation mathématique, que vous demandez à OneNote de la résoudre, il va pouvoir vous faire une résolution pas à pas. Donc si jamais on vous demande une démonstration de donner tout le détail de résolution de votre équation, vous pouvez le faire tout simplement en demandant à OneNote de le faire à votre place. Voilà. Donc je ne sais pas si Cassim ou toi, Florian, vous vouliez prendre la parole peut-être pour ajouter des choses là-dessus. En tout cas, on te sent très enthousiaste sur la mise à jour. Moi, j'aimerais bien. Oui. Alors moi, du coup, je l'ai pas encore testé cette mise à jour parce que j'ai pas encore la nouvelle version là de Windows 10 là sur mon PC. En tout cas, au celui où j'utilise OneNote. Mais du coup, je trouve ça très cool qu'ils continuent à mettre à jour. J'avais pas bien compris qu'ils allaient finalement continuer à utiliser cette application-là plutôt que l'application de bureau, parce que pour le reste d'Office, ils font le contraire visiblement. Donc ça, je trouve c'est un peu dommage qu'ils fassent pas ce travail-là aussi parce que moi j'adore les applications du store. Je trouve que Word et Excel en version store sont beaucoup plus simples à utiliser, notamment Word. Et que vont à l'essentiel et que j'ai pas besoin de plus en fait. Donc du coup j'aurais bien aimé qu'ils continuent le travail comme ça avec Word aussi. Mais en tout cas non, mais c'est vraiment bien. Je pense aussi comme toi que les tags, vu la fonction de recherche, je sais pas si ça va être très utile, mais c'est toujours bienvenu. Si les gens préfèrent travailler comme ça, c'est bien. Donc non, très très bien. Florian, peut-être une petite réaction? Non, pas grand-chose. Enfin, si, ce que tu disais par rapport aux documents, alors quand les intègres peuvent être synchronisés, ça c'est vraiment super pratique. Parce que c'est une des raisons pour laquelle je n'utilisais pas vraiment ça, parce que moi, éventuellement, dans OneNote, je pouvais mettre des fichiers statiques, mais les fichiers qui allaient être évolués, je les mettais jamais en OneNote, parce que sinon c'est trop le bordel, c'était trop le bazar de se retrouver entre la version qui est là et la version qui était dehors. Donc ça rend le système bien plus utile et pratique pour moi.
Bien sûr. Et donc, ouais, donc tu as les deux possibilités. Tu as le fichier qui est inclus dans lequel tu peux interagir, qui est sauvegardé, qui est modifié. Et puis tu as la version, tout simplement, le lien OneDrive de ton fichier. Ça, c'est vraiment, ça te laisse la liberté de faire comme tu le sens. Et le côté de mettre uniquement des fichiers OneDrive, l'avantage, c'est quand même que ça te permet d'avoir un classeur qui est beaucoup plus léger. Parce que moi, je sais, je l'utilise pour la classe. Et à la fin de l'année, j'ai un classeur qui pèse plus de 2 gigas quand même. Donc, c'est quand même assez lourd. Là, si j'ai mes fichiers qui sont externalisés, ça permet d'avoir un classeur qui reste léger et tout petit. Mais bon. Allez, moi, je vous propose de continuer avec une dernière petite news et une news encore OneNote. Alors, si vous voulez carrément stocker des collections dans OneNote, ben, c'est possible. Vous le faites manuellement, ou vous pouvez utiliser le système qui s'appelle Wakelet, W-A-K-E-L-E-T. C'est un service qui va permettre de mettre de faire des groupes un petit peu façon Pinterest, mais vous pouvez mettre des pages web, vous pouvez mettre des images, des documents de différentes sortes. Eh bien, en quelques jours, l'équipe OneNote et l'équipe de Wakelet se sont mises d'accord pour travailler ensemble et ont sorti un petit plugin, enfin une fonctionnalité qui permet d'inclure dans OneNote votre page Wakelet, donc vous pouvez avoir plusieurs collections différentes et vous pouvez travailler cette inclusion comme ça de manière très simple en copiant et collant tout simplement le lien de votre collection. Donc c'est bien que ça évolue et que ça utilise les services annexes qui sont hors Microsoft. Voilà. Donc Cassim et Florian, je ne sais pas si vous avez un petit quelque chose à rajouter. Non, pas vraiment. Non, je connaissais pas le service, donc on verra. Moi non plus, mais je trouve ça intéressant. Non, mais je trouve ça. Après, c'est cool de voir que OneNote est dynamique, mais je connais pas du tout le service pour le coup, donc à voir. Voilà. Ok. Bon, ben merci à vous deux d'avoir été présents. Merci à tous nos auditeurs et à nos spectateurs de nous avoir suivis pour cet épisode 149. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, normalement jeudi. Florian, on va essayer de garder la bonne date. Cassim aussi, le jeudi. T'as pas un film de prévu ce soir-là? Non. Bon, alors avant de nous quitter, vous pouvez peut-être, si vous êtes sur YouTube, aller cliquer sur le petit pouce pour mettre le petit pouce bleu en haut. Et puis vous pouvez surtout nous laisser un petit commentaire. Voilà, c'est quand même assez sympa. Et puis ça rend un petit peu dynamique le suivi des articles. Merci à vous, merci Cassim, merci Florian, merci à tous les auditeurs, Ciao et à bientôt, à la semaine prochaine. Salut.